Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi ça va, je voulais simplement vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu le devenir de la chaîne. Et puis surtout vous dire les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo publiée depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, donc en fait, alors pour info, j'ai perdu une personne extrêmement chère. Donc j'ai fait un break. J'ai fait un break par rapport à tout ça. Et en fait, ça m'a permis aussi quelque part de tenter de développer toujours la spiritualité qui, à mes yeux, est importante. Donc j'ai travaillé de mon côté, seul on va dire, pour justement tenter de développer un peu, si on peut appeler ça, ses capacités. Voilà, donc j'en suis là, j'ai fait des enquêtes. J'ai fait des enquêtes tout seul aussi, et puis que j'ai pas encore analysé pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc voilà, je voulais simplement aussi vous remercier, du moins les personnes qui ont pris de mes nouvelles et qui ont trouvé ce silence un peu étonnant. Voilà, donc je me devais de faire cette courte vidéo pour vous expliquer la situation. Donc écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Alors ça n'est pas une enquête, hein. Ça n'est pas une enquête la vidéo, vous allez voir. C'est un format un petit peu différent de d'habitude. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis de toute manière, dans un futur proche, je pense que déjà je vais faire des enquêtes, ça c'est une certitude. Et puis je pense que vous aurez des vidéos de publier à nouveau. Peut-être un rythme un petit peu moins soutenu, dans le sens où je m'aperçois que de plus en plus les vidéos c'est beaucoup de travail, et si on veut faire quelque chose de propre et de précis, on se doit de ne pas balancer les vidéos à tire-larigot comme ça. Enfin, moi c'est ma manière de procéder. Donc c'est la raison pour laquelle il y aura peut-être un peu moins de vidéos, mais il y en aura toujours. Voilà, bon écoutez, merci encore, et puis je vous souhaite un super bon visionnage. Allez, ciao ciao. Lorsque vous regarderez cette vidéo, vous vous poserez certainement la question qui consiste à s'interroger sur la destination finale de cette présentation. Effectivement, et je le conçois, c'est bien dans l'effervescence du monde parisien où je vous invite à me suivre. C'est plus précisément dans le cimetière du Père-Lachaise, situé dans le 20e arrondissement de Paris, où nous nous rendons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous faire découvrir ce lieu unique ou de le faire redécouvrir à ceux qui le connaissent déjà. Le montage de cette vidéo a nécessité plusieurs journées dans les allées de ce cimetière. Vous verrez à plusieurs reprises différentes personnes que je remercie. Elles ont participé à la réalisation de cette vidéo. Tout d'abord, c'est un ressenti unique que de rentrer dans ce cimetière en passant ces portes qui semblent vous plonger dans un univers où le temps s'arrête, emportant avec lui les bruits de la capitale qui laissent place au silence, qui vous plonge dans la réflexion et le recueillement. Je vous invite donc à me suivre afin de comprendre l'histoire très riche de ce lieu d'exception. Je précise que cette vidéo n'est pas une enquête. En revanche, et je vous rassure, une micro-enquête est prévue dans ce lieu et sera vraisemblablement faite de jour. Et c'est d'ailleurs bien là toute l'originalité de ce format peu habituel. Un format un peu différent aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on se trouve dans un cimetière, le plus grand cimetière de Paris. On est au cimetière du Père-Lachaise et je suis accompagné, je suis pas tout seul. Je suis avec Céline qui est là, qui est une abonnée de la chaîne. Bonjour à tous. Voilà, qui voulait
venir voir un petit peu comment ça se passait en reconnaissance. Et bon, je pense qu'elle est déjà venue dans ce cimetière pour justement découvrir tout l'historique que je vais vous expliquer. Le but de cette vidéo, alors c'est effectivement, c'est pas une enquête, c'est une reconnaissance de jour pour pouvoir vous expliquer le passé très chargé de ce cimetière. Donc voilà, je vais pas parler beaucoup. Là, je vous fais juste voir ces sépultures qui sont fantastiques, et vous allez en voir beaucoup sur la vidéo. Voilà. Donc je me tais et puis c'est parti, on y va. Le Père-Lachaise, royaume des morts qui fascine. Il n'est pas un cimetière comme les autres. C'est un musée à ciel ouvert qui raconte 2 siècles d'histoire. Il nous projette vers ce temps jadis où il était de coutume au cimetière d'y réaliser des pèlerinages. L'histoire commence avec cet homme nommé François d'Aix de Lachaise, appelé plus communément Père-Lachaise. C'était un prêtre jésuite et aussi le confesseur du roi Louis XIV pendant plus de 3 décennies. Il voulut créer un lieu de repos pour des moines sur cette colline des Faubourgs au nord-est de Paris au XVIIIe siècle. Il habitera cette parcelle pendant 34 ans jusqu'à sa mort. Plus tard, ce terrain sera vendu à la ville de Paris pour une somme dérisoire. L'histoire nous replonge encore quelques décennies passées. Nous sommes en 1780. Les Parisiens sont enterrés au cimetière des Innocents, situé au cœur de la capitale, et ce depuis plus de 1000 ans. Le cimetière est saturé. De ce fait, les cadavres s'empilent. Les odeurs fétides empestent les rues, et c'est alors que l'inévitable se produit. Une des parois du cimetière des Innocents s'écroule sous le poids des morts. Un restaurant se retrouve alors débordé de dépouilles sur ses 2 étages. Cette scène cauchemardesque amorcera la fin du cimetière. En 1785, sa destruction nécessitera l'exhumation des cadavres et des centaines de milliers d'ossements. La ville de Paris va donc combler les 11 000 mètres de carrière souterraine au 14e arrondissement avec toutes ces dépouilles. C'est d'ailleurs ainsi que naîtront les catacombes. Puis une loi fut votée afin d'interdire les cimetières à l'intérieur des villes. C'est alors que la préfecture s'empare de la colline du Père-Lachaise, située à l'extérieur de Paris à cette époque, pour une modeste somme. Ils vont transformer ce terrain en cimetière de l'Est, qui ouvrira ses portes le 21 mai 1804. Ce nom sera vite oublié, car c'est le surnom du père jésuite qui sera toujours cité. Mais problème, car sa notoriété se fait attendre. Pendant la première année, n'apparaîtront que 13 tombes. 10 ans plus tard, il n'y en aura que 2000. Chose surprenante pour une ville aussi grande que Paris, comptant 700 000 habitants. Effectivement, ce cimetière n'a pas immédiatement séduit les Parisiens les plus fortunés. De plus d'être situé sur les hauteurs, à l'extérieur de Paris, il se trouvait dans un quartier pauvre et peu accueillant. À partir de 1817, sa popularité va grimper grâce à une action quasi-marketing orchestrée par le préfet de Paris. Il va avoir l'idée de faire transférer au Père-Lachaise les dépouilles supposées de Molière et de La Fontaine, ainsi que celles d'Héloïse et Abélard, célèbres couples du Moyen-Âge qui prennent place dans un mausolée. Le pari est une réussite, car 13 ans plus tard, c'est en 1830 que le cimetière accueille 30 000 tombes. Au début, les sépultures étaient banales, et ce n'étaient que de simples pierres tombales. Les architectes et les sculpteurs les plus connus vont donc en profiter pour exercer leur talent. Des monuments remarquables vont donc ainsi apparaître avant les années 1900, et 30 000 d'entre eux seront classés à l'inventaire des monuments historiques. Mais ce cimetière a aussi d'autres facettes du passé,
Effectivement, à l'époque, et vu le contexte compliqué, les regroupements politiques n'existaient pas. C'est donc secrètement et pendant les enterrements que des groupes en profiteront pour partager leurs convictions. La tension monte. En 1871, les survivants de la guerre opposant la Prusse et la France sous Napoléon III décident de ne pas capituler et refusent de se faire désarmer par le gouvernement. Le peuple parisien se soulève. À l'issue de ces fatals affrontements, va commencer cette terrifiante semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Les communards se battent jusqu'au bout et se retranchent au Père-Lachaise. C'est un point de vue stratégique, car en hauteur, pour tenter d'identifier et de contrer la progression des armées. C'est donc environ 200 communards qui se rabattent dans ce cimetière. Les armées investissent le lieu et arrivent à percer les pauvres défenses des communards. Ceux-ci vont être massacrés dans des combats extrêmement sanglants. 147 survivants du massacre sont arrêtés. Ils sont alors fusillés, sans sommation et sans aucun procès. La sépulture des communards est à cet endroit. Ce mur est appelé le mur des fédérés, car c'est l'autre nom des communards. C'est donc ici que reposent les corps des 147 révoltés. L'organisateur de ce massacre n'est autre que le président Adolphe Thiers. Celui-ci fut inhumé dans ce cimetière, dans un imposant tombeau. C'est en 1971 que celui-ci sera plastiqué lors d'un anniversaire communal. En face de ce mur s'est construit progressivement un espace dédié comme dernière demeure à certaines figures de la gauche révolutionnaire. Notamment les chansonniers de deux des principales chansons de la Révolution encore connues aujourd'hui. Clément pour le temps des cerises et Potier pour la très célèbre Internationale. Aujourd'hui, la superficie de ce cimetière est de 43 hectares. Ce n'est pas moins de 3 millions de visiteurs par an qui viennent se promener dans le royaume des morts. La plupart y viennent pour visiter les tombes de plus de 1400 célébrités qui ont choisi le Père-Lachaise comme dernière demeure. Certains pourraient en avoir peur. Ici, on peut dire que la mort fascine. 70 000 tombes, 1 million de défunts, c'est d'après les écrits, le cimetière le plus visité au monde. 5300 arbres, une centaine de chats, des renards, des fouines, des hérissons, et même un chien aussi sauvage qu'énigmatique, ne sortant que la nuit venue. Ce côté du décor enjôleur a malgré tout son autre côté beaucoup plus sombre. Il fut un temps où certains témoignages ont signalé des pratiques sataniques, des messes noires et des rituels occultes. Des animaux offerts en sacrifice ont été à l'époque retrouvés le matin venu. Ce cimetière regorge des légendes les plus folles qui perdurent dans les fantasmes ésotériques, fondés ou non. Je vais essayer de vous en conter quelques-unes. Puisque nous parlons de fantasmes, en voici un qui va nous plonger dans l'horreur. C'est à partir des années 1848 que des cadavres sont retrouvés le matin venu, mutilés après avoir été exhumés dans le cimetière Montparnasse. Un individu déterre les cadavres de jeunes filles récemment décédées afin de satisfaire ses pulsions nécrophiles et barbares. De façon régulière, il va également s'introduire de nuit dans le cimetière du Père-Lachaise pour déterrer ses corps et leur faire subir des actes que l'on a peine à imaginer. Je passerai les abominables précisions qui ont défreiné la chronique de l'époque pour celui que la presse surnomme le vampire du Montparnasse. Face à ces atrocités, les autorités mènent l'enquête, se joignant aux gardiens des différents cimetières parisiens pour coincer cet individu. Cependant, un été et un hiver vont passer, et l'homme n'est toujours pas arrêté. C'est au début des années 1849 que l'homme commet des actes de plus en plus violents. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Devant l'impuissance des policiers, malgré les rondes et patrouilles qui ne donnent rien, ils vont avoir l'idée de lui tendre un piège. Ils installent le long de la clôture du cimetière un fil métallique relié à la gâchette d'une arme à feu. Au moindre contact, quiconque franchira ce mur
se prendra une rafale de mitraille. Et c'est ainsi que le nécrophile tombera dans le piège dans la nuit du 15 au 16 mars 1849. Il réussira cependant à s'échapper. Toutefois blessé, il ira se faire soigner à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Sa blessure grave par arme à feu dirigera directement la police sur cet individu. C'est ainsi qu'il sera arrêté. Mais pourquoi l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ? Tout simplement parce que ce fameux vampire du Montparnasse n'était autre que monsieur François Bertrand, militaire et sergent dans l'armée de terre. Il fut donc jugé pour ses actes monstrueux. Dans un contexte plus léger, si j'ose dire, nous voici maintenant devant l'imposant tombeau de la comtesse d'Emidoff qui fit perdurer une des plus grandes légendes de ces cimetières. Cette princesse aurait déposé son testament chez un notaire parisien. Ce testament en question stipule qu'elle lèguerait la totalité de sa fortune, environ 2 millions de roubles, à toute personne qui consentirait pendant 365 jours et 365 nuits à s'enfermer auprès de son corps dans la solitude du caveau et à ne s'en éloigner sous aucun prétexte. La princesse désirait être veillée en permanence et sans interruption. Il semblerait que les légendes ont la peau dure, à l'image de celle-ci qui perdure. Le conservateur a donc reçu des milliers de lettres s'inquiétant des conditions à remplir pour devenir cet héritier. Certains prétendants auraient relevé le défi et seraient devenus fous. À ce jour, les lettres des prétendants restent bien sûr sans réponse, mais nous confortent dans l'idée que les légendes, aussi farfelues soient-elles, ne meurent jamais. Une autre légende maintenant, et pas des moindres. Étayée par un expert vampirologue du Père-Lachaise, cette tombe est celle de Georges III Bibesco, qui est un descendant de Vlad Tepes l'Empaleur. Celui-ci était le fils de Vlad Dracul. Selon la légende, ce prince était impitoyable lors des combats dans les invasions ottomanes. Il appliquait la peine de mort à tous ceux qui menaçaient sa position sur le trône de Valachie. Il fut connu pour sa cruauté, n'hésitant pas à faire empaler ses ennemis avant de les démembrer. La légende explique même qu'il aimait souper devant ce spectacle macabre en trempant son pain dans le sang de ses victimes. Il mourut, et ce jour son tombeau fut censé se trouver au monastère de Snagov au XVe siècle en Roumanie. Selon la rumeur, des adorateurs de Satan auraient volé son corps au début du XXe siècle pour le placer dans une tombe bien précise du Père-Lachaise. La découverte d'un tunnel par les gardiens sous cette fameuse tombe confirme la présence de messes noires lors des nuits de pleine lune et de solstice. Elle atteste même de la découverte d'un chat momifié pour ses pratiques occultes. Coïncidence stupéfiante sur le tombeau du prince de Valachie, un aigle royal veille sur sa sépulture. Entre les serres de l'animal, 2 instruments permettant de tuer un vampire, un pieu et un crucifix. Un peu de légèreté quand même. Maintenant, souvenez-vous lorsque j'évoquais le rapatriement des corps de Molière et de La Fontaine, j'ai également parlé de celui du célèbre couple du Moyen-Âge, Héloïse et Abélard. C'est donc un des tombeaux les plus anciens du cimetière. Il illustre la légende des amants maudits les plus célèbres du Moyen-Âge réunis dans la mort. Abélard, philosophe, est un intellectuel surdoué, doublé d'un dialecticien redoutable. C'est un jeune professeur, et c'est à l'âge de 36 ans que le chanoine Fulbert lui confie l'éducation de sa nièce Héloïse, âgée de 17 ans, qui fut élevée et instruite à l'abbaye d'Argenteuil, monastère réservé aux femmes. Immédiatement séduit par sa beauté, Abélard tombe aussitôt amoureux. Le professeur et l'élève s'aiment envers et contre tout. Puis, c'est dans cette passion charnelle qu'Héloïse tombe enceinte. Abélard l'enlève et se réfugie en Bretagne, où elle va d'ailleurs donner naissance à leur fils Astrolabe. Elle se marie secrètement, et par amour pour Abélard, elle se retire dans le monastère de son enfance. C'est alors que le scandale dû à leur relation éclate lorsque le chanoine Fulbert, extrêmement furieux, dénonce ce mariage secret. Celui-ci va mandater 2 personnes pour le punir.
le jeune philosophe va être émasculé. Cette mutilation met un terme définitif à sa carrière. Abélard se réfugia donc à l'abbaye Saint-Denis, où il devient moine. Héloïse, elle, prend le voile à l'abbaye d'Argenteuil. Elle devient abbesse et officiera pour le restant de sa vie. Loin de son amour, qu'elle transforme en lien spirituel, mais auquel elle ne renoncera jamais. Leur relation charnelle se transforme en fougueuse passion d'amour, dans des lettres magnifiques et lyriques échangées en latin. Condamnés à l'isolement de par leur amour impossible et tragique, c'est dans la spiritualité que leur passion commune s'en transforme dans un échange intarissable qui traversera le temps. Plus rien ne viendra perturber cette relation. Abélard meurt en 1142. Elle réclame sa dépouille et l'inhuma près d'elle. Lorsqu'Héloïse disparaît à son tour en 1164, la légende dit que sa volonté à être déposée après sa mort dans le tombeau de son mari fut respectée. Ils sont maintenant réunis à jamais. C'est donc en 1817 que la mairie de Paris fait transporter les restes de ce couple au cimetière du Père-Lachaise. Cette histoire fait encore parler d'elle aujourd'hui, car comme toute légende, il est souvent facile d'enjoliver les histoires. Je vous laisse donc faire votre propre recherche sur ce couple du Moyen-Âge. Il me semble impossible de ne pas évoquer le père fondateur de la philosophie spirite, à savoir Monsieur Hippolyte Léon Denisard Rivail, alias Allan Kardec. Celui-ci reste à ce jour l'un des philosophes français dont les ouvrages se vendent encore aujourd'hui par milliers, plus d'un siècle et demi après sa mort. Allan Kardec réunit encore les foules. En témoignent les centaines de visiteurs qui viennent chaque jour se recueillir sur sa tombe. On ne reste jamais seul très longtemps devant son monument. Il est régulièrement visité. Philosophes, adeptes ésotériques, magnétiseurs et autres médiums viennent se recueillir sur la tombe du maître, en quête d'échanges avec le père du spiritisme et des tables tournantes. Allan Kardec est considéré comme un esprit guide. Il attire donc de nombreux visiteurs du monde entier. Beaucoup de Brésiliens très sensibles à la doctrine spirite y viennent également. Il est, par excellence, celui qui peut relier notre monde et celui de l'invisible. Ce monument est, semble-t-il, le plus fleuri du cimetière. Il faut dire qu'il a de quoi impressionner. Tel un grand dolmen de granit, sa partie supérieure accroche notre regard. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Sous son superbe buste, le socle de la sépulture porte un énoncé résumant ce savoir mystérieux. Tout est fait à une cause. Tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est la raison de la grandeur de l'effet. À l'instar de ses contemporains d'époque, Léon Rivail s'intéresse donc aux phénomènes paranormaux. À partir de 1855, il organise des séances de table tournantes. Convaincu de la réalité de la réincarnation, il prend alors le pseudonyme d'Allan Kardec. C'est le nom qu'il portait, selon lui, lors d'une vie antérieure alors qu'il était druide. Il applique des méthodologies scientifiques et étudie les manifestations. Il exploitera toute forme de communication avec les défunts afin de prouver qu'il existe une vie après la mort. Allan Kardec meurt d'un anévrisme en 1869. Sa sépulture deviendra un lieu de pèlerinage pour ses émules du monde entier. Pendant son règne, et non loin d'ici, la tombe de Rufina Noguerat. Elle aussi s'intéresse au spiritisme et tente de rentrer en contact avec son mari, mort en 1852. Elle essaiera de démontrer sur la base de preuves scientifiques l'existence des esprits après le décès. Elle fut une médium reconnue, sa grande bonté lui ont valu le surnom de Bonne Maman. Elle décède à Paris le 15 avril 1908. Voici encore une des tombes les plus visitées du cimetière, celle de l'une des rockstars les plus légendaires de l'histoire de la musique, Jim Morrison. Il était le chanteur du groupe The Doors. Cette icône de la jeunesse contestataire s'est forgée de par sa famille, qui lui donna une éducation très stricte. Parfois trop, et ceci l'emmena d'une manière générale
à contester les autorités telles qu'elles soient. Il aura une enfance instable, et bien plus tard, c'est à l'âge de 20 ans qu'il quitte sa famille qu'il ne reverra plus au cours de sa courte carrière. Son groupe, The Doors, sera vite remarqué. Sa forte présence sur scène frappe les esprits. Sa voix de baryton, ses pantalons moulants et ses déhanchements sauvages électrisent totalement ses fans. Une légende est née. Jim Morrison attire par sa personnalité mystique et son goût pour la provocation. Il connaîtra un succès mondial, mais déstabilisant. Il va développer une dépendance à l'alcool et à d'autres substances illicites. Il est souvent dans l'excès, surveillé par la police notamment, lors de ses concerts où il entre en transe sur scène. C'est au printemps 1971 qu'il décide de s'installer à Paris. Alors qu'il cherche à s'assagir, il est rattrapé par ses démons et cède à la tentation. Le 3 juillet 1971, c'est à l'âge de 27 ans qu'il sera retrouvé mort dans sa baignoire en plein Paris, dans des circonstances toujours non élucidées à ce jour. Arrêt cardiaque, complot de la CIA, overdose, aucune autopsie ne sera demandée, et ces circonstances ne cesseront de nourrir le mythe du chanteur et poète au destin tragique qui rejoindra le fameux club des 27, ces artistes foudroyés à l'âge de 27 ans, comme Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, et bien d'autres. En 1997, coup de théâtre. Un critique rock américain profite d'un séjour à Paris pour se recueillir sur sa tombe. Il va donc se faire photographier devant sa sépulture. Lorsqu'il rentrera chez lui, il va stocker cette photo et il va même l'égarer pendant 2 ans. C'est précisément le jour où il va la retrouver, donc 2 années plus tard, qu'en observant de plus près, son assistant va lui faire remarquer la présence d'une ombre assez troublante. Après agrandissement, la surprise est de taille. Il se distingue sur cette photo l'apparition très nette de Jim Morrison. C'est du moins pour eux la quasi-certitude. La prudence est toutefois de mise dans ce qui pourrait s'apparenter à un fake. Bon nombre d'experts analyseront ce cliché, notamment dans le domaine de la photographie, et ils confirmeront que cette photo n'est pas l'œuvre d'un montage et n'a pas du tout été retouchée. Ils la jugeront inexplicable. Continuons, si vous le voulez bien, sur une anecdote ciblant d'étonnants témoignages concernant cet écrivain et poète mort en 1855, Gérard de Nerval. Il souffrait d'hallucinations en tout genre. Il était sujet à des délires très profonds, ce qui le conduisit souvent dans des cliniques. Il fut retrouvé mort le 26 janvier 1855, pendu à une grille dans une ruelle du Vieux Paris, précisément rue de la Vieille Lanterne, un lieu cauchemardesque qui sera rasé l'année suivante. L'énigme de sa mort perdure encore aujourd'hui. Assassinat, suicide, nul ne sait. Concernant donc ce personnage, beaucoup de témoignages de personnes très terre-à-terre racontent aussi d'avoir été choqués après avoir observé une personne habillée d'époque se glisser et disparaître derrière cette grande colonne qui supporte l'une funéraire recouverte d'un drap et qui n'est autre que sa tombe. Étonnamment, il semblerait que ces apparitions regroupent pas mal de personnes, notamment des témoins pour la plupart très cartésiens et qui sont restés dans l'étonnement le plus total. Juste à côté, pour ne pas dire à quelques mètres, repose son très célèbre voisin et grand écrivain, Honoré de Balzac. À l'origine de la comédie humaine et de ses véritables chefs-d'œuvre romanciers, son buste en bronze trône accompagné des accessoires indispensables qui le représentent, à savoir le livre et la plume. Inutile d'épiloguer sur le règne de ce génie de l'écriture que tout le monde ou presque connaît. Son rythme de travail de forcené qu'il s'était imposé toute sa vie durant aura raison de lui. Il s'écroule le 18 août 1850, terrassé par une crise cardiaque. Continuons à nous promener entre les tombes pour nous arrêter devant celle-ci. Dans un tout autre registre, voici celle de Victor Noir qui fut journaliste anti-bonapartiste. Le 10 juillet 1870,
Victor Noir se présente chez le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, qui est le cousin pas très sympathique de l'empereur. Il vient en qualité de témoin dans une affaire de diffamation concernant le prince qui souhaite provoquer en duel le responsable de cette situation. C'est alors que Pierre Bonaparte, fou de rage, prit un pistolet et tua Victor Noir qui n'y était pour rien. Après sa mort, le sculpteur Jules Dalou sculpta son gisant en bronze. Celui-ci est à grandeur nature du journaliste dans l'état précis où il a été trouvé juste après le coup de feu. D'un réalisme déconcertant et avec des détails extrêmement précis, comme les coutures de ses gants, son chapeau tombé au sol et même l'impact de la balle sur sa poitrine. On peut y voir également une proéminence bien apparente au niveau de son anatomie intime, certainement du fait d'un réflexe post-mortem. De cela va naître un rituel nécro-érotique bien étrange. Le gisant va devenir le symbole de la fertilité. Ce réalisme anatomique va déclencher ce rituel qui consiste à toucher les parties intimes du gisant, provoquant une oxydation et une patine du bronze. Certaines femmes en manque d'enfants viennent toucher ce gisant, qui est même parfois carrément chevauché afin d'être rendu fertile. Copieusement embrassé, il n'aura sûrement jamais imaginé de son vivant être le symbole de la fertilité un siècle et demi après sa mort. Nous voilà maintenant devant la sépulture de Frédéric Chopin, célèbre compositeur, pianiste, virtuose franco-polonais. Il aura mené une vie fascinante au contact des plus grands musiciens, écrivains, peintres et même souverain du temps de son époque et de sa vie à Paris. Son don pour la musique le fait se produire en public dès l'âge de 8 ans. Il vivra confortablement dans la capitale et occupera 9 résidences différentes. Il entretiendra une liaison avec George Sand pendant une dizaine d'années, mais avait une santé extrêmement fragile. Du fait, son état se détériorera de plus en plus et c'est atteint de tuberculose qu'il mourra à seulement 39 ans le 17 octobre 1849. Sa tombe, une des plus célèbres du cimetière parisien, est surmontée d'une statue sculptée par le gendre de George Sand. Étant atteint d'angoisse à la seule idée d'être enterré vivant et de se réveiller sous terre, il mandata donc sa sœur avant son décès pour faire prélever son cœur et pour le faire rapatrier à Varsovie, dans sa ville natale. Son cœur repose dans du Cognac depuis plus de 175 ans. Impossible aussi de ne pas vous montrer ce monument aux morts. Il mesure 8 mètres de haut et un peu plus de 14 mètres de large. Le peintre français Albert Bartholomé se met à la sculpture à la mort de sa femme. Il ne lui faudra pas moins de 12 années de travaux pour réaliser cette sculpture. Il symbolise l'être humain qui franchit les portes de l'éternel. À gauche et suivant une ligne ascendante, une femme est assise, les cheveux dénoués, le front dans ses mains crispées, portant sur son épaule nue son nourrisson inanimé. Derrière elle, une jeune fille s'appuie, défaillante, à la muraille, et un jeune homme accroupi frissonne d'angoisse. Une femme agenouillée, de ses 2 bras violemment croisés, se fait un bandeau pour ne pas voir la porte sombre près d'elle. La main tendrement appuyée sur son épaule, son compagnon lui donne un suprême baiser. Appuyés l'un sur l'autre dans un dernier groupe, le visage caché par leurs bras noués, ou leurs mains suppliantes, 2 autres malheureux attendent l'inexorable mort. Je pourrais vous conter les anecdotes de ces vies passées qui ont jadis existé et qui nous emmènent dans les allées de ce musée à ciel ouvert. Ici, un hommage rendu aux 94 415 Parisiens morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. Ce mur a été choisi pour symboliser le lien entre le monde des vivants et celui des morts. Il mesure 1,30 m de haut pour 280 mètres de long. Comme je vous le disais, je pourrais continuer. Je vais donc devoir freiner mes ardeurs pour ne pas vous faire une vidéo trop longue.
Pour finir, et afin de partager au maximum, je vous invite à me suivre en images et à vous plonger dans l'univers de ce cimetière hors du commun. Bon visionnage. Voilà, de retour, un peu fatigué quand même, hein, Céline, parce que 11 km, c'est ce que ton application que tu avais nous a révélé, parce qu'elle a une petite application sur son téléphone qui nous a permis de savoir. 11 km quand même, sur une surface aussi étendue que le Père-Lachaise, c'est pas étonnant, avec un peu plus de 43 hectares. Donc, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu, tant par la présentation que par l'historique du lieu qui est très chargé et très riche. Voilà, écoute Céline, je te remercie de ta présence. Merci à toi. Allez, bonne journée, bonne soirée, ça dépendra à quel moment vous regardez les vidéos et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.